Salut à tous et bienvenue sur ce JCN Répond du mois de septembre. On a pris vos petites questions et avec le Max aujourd'hui, on va vous répondre. C'est parti! Avec pour première question, une question qui te concerne Max. Oui. Quand on cherche un vélo de bikepacking, petit, chemin, route, vélo taf, que choisir? 80% en route. Alors ça c'est Thibaut Sylvestre 5047 qui a posé la question. Alors si les nouveaux vélos d'endurance, un peu comme le Canyon que j'ai essayé la semaine dernière, sur ces vélos on peut passer des pneus jusqu'à 35 mm. Donc ça peut être une très bonne solution. Si c'est 80% de route, avec des imperfections, des pistes cyclables, des racines sous le goudron, un vélo d'endurance peut être une bonne solution avec des pneus entre 30 et 35 mm. Si par contre vous avez tendance à faire peut-être un peu plus de gravel ou vouloir vraiment faire les deux disciplines, la route et le gravel couramment, je pense que les vélos de gravel sont maintenant assez performants quand on est sur un rythme classique, un rythme vraiment plaisir. C'est pas mal d'avoir un vélo de gravel avec peut-être 2 paires de roues pour pouvoir changer suivant l'activité qu'on fait, mais dans tous les cas sur la paire de roues de route, au moins du pneu de 32 pour clairement du bikepacking, des routes accidentées, de l'exploration. Ouais. Ce sera soit un vélo d'endurance, soit un vélo de gravel avec 2 paires de roues et des gros pneus dans tous les cas. C'est clair. Deuxième question de le petit saumon fumé 1803. Je l'ai sélectionné rien que pour ça. Ouais, ça va être pour toi alors. Comment commencer le vélo quand on est gros? Alors, c'est ce que je voulais dire. Cette question m'a interpellé, pardon. En fait, voilà, donc déjà, personne n'est techniquement gros. Voilà. Vous avez votre morphologie, vous êtes né comme ça, vous aurez votre morphologie quoi qu'il arrive, donc c'est à vous de voir. L'important c'est de s'aimer. Exactement, que du love. Mais voilà, c'est donc déjà que vous soyez gros comme vous dites, mince, peu importe votre morphologie, tout le monde peut faire du vélo. Voilà, tout le monde peut en faire. Alors mais par contre voilà, comment commencer quand on est peut-être un petit peu lourd, on va le dire comme ça. C'est simple, déjà ça sert à rien d'aller faire 4 heures de vélo tout de suite. Déjà commencer par 1 heure, c'est déjà pas mal. 1 heure, 1 heure et demie maximum, c'est déjà très très bien. Avec un vélo on va dire adapté, ça sert à rien d'avoir une potence à ras du cadre et d'être dans une position de course concrètement. Mais voilà, déjà l'essentiel c'est de prendre du plaisir. Et après il y a des poids à respecter sur les vélos, donc tout dépend du poids de la personne. Bien sûr. Mais voilà, il faut respecter ça, c'est déjà l'essentiel, mais c'est juste prendre du plaisir. Et après par contre niveau perte de poids, j'ai des petits conseils là-dessus. Je vais vous donner un simple, c'est que vous pouvez partir à jeun. Voilà, c'est partir à jeun, mais rouler vraiment tranquillou, pas comme d'habitude, pas endurance. Vraiment tranquillou, c'est ce qui va permettre à votre corps de ne pas utiliser vos glucides pour avancer, mais vos lipides, donc les lipides, donc les graisses. Donc voilà, c'est comme ça que moi je fais pour perdre un petit peu de poids quand il y en a en trop. Voilà comment on peut faire. Qu'il y en a en trop. Ah, mais Il est marrant lui. quand j'en parle d'affûtage. Ensuite, nous avons une nouvelle question de user JC5 9DB. 3D9H. Bon. Quelles seront les futures tendances selon vous dans le cyclisme pro au niveau technologie? Selon moi. Bon, Alors, je pense que toi tu es plutôt bien placé pour répondre. les prochaines technologies, c'est quand même dur de deviner ce qui peut être mis en place. On a vu dernièrement sur Paris-Roubaix les moyeux qui gonflaient les roues, je ne sais comment, mais j'y crois pas une seconde. C'est du poids en plus, alors oui, ça marche probablement. Ouais. J'ai pas essayé, donc je peux pas critiquer non plus. Pour la Jumbo, ça a a pas marché terrible hein, sur dernière Paris-Roubaix. C'était DSM qui avait ça. C'est Ok. DSM. Mais ouais, c'était DSM qui avait ça, donc je vais pas critiquer quand j'essaye pas quelque chose, je critique pas, même si techniquement je suis pas un adepte de ce genre de choses. Mais c'est l'une des futures technologies, je pense, pour ce genre de parcours. Même si 3/4 des coureurs préfèrent rester avec un matos classique. Mais c'est sûr qu'en ce moment, voilà, on parle beaucoup du capteur de glycémie Super Sapiens.
Je l'ai déjà utilisé, je l'utilise quand même assez souvent. C'est quand même une donnée en plus pour apprendre à connaître notre corps et comment il réagit à l'effort. Il y a ensuite le capteur corps, qui est un capteur pour checker la température corporelle. Et quand on sait qu'aujourd'hui la température corporelle est un élément important. Un facteur de performance tellement important que je trouve que c'est super important de l'avoir. Après voilà, c'est deux outils comme je viens de dire, la glycémie et le capteur interdit en course. C'est uniquement à l'entraînement parce que ça donne trop de données en direct sur le corps. Et on se souvient d'ailleurs de la coureuse il me semble IF, qui a été disqualifiée cette année après la Strade Bianche, quelques jours après, car il y a sur le podium en fait il y a la photo et on aperçoit qu'elle a la puce. Vu que c'est interdit, disqualifié. Donc elle fait podium, mais plus podium quoi. Donc voilà, c'est les tendances, c'est un peu les tendances. Et après voilà, il y a les gilets de froid, mais ça fait déjà quelques temps. Donc ouais, c'est quand même compliqué C'est une bonne question, tiens. J'aimerais bien voir quelle prochaine évolution il pourra y avoir là-dessus. C'est pas trop mal. Une question qui est très intéressante pour toi là. Ah. On a Laurent Audibert qui pose pour l'ultra. Est-ce que vaut mieux rouler avec des lentilles ou des verres correcteurs sur les lunettes de soleil? Interrogation pour la nuit, le mauvais temps et le niveau d'hygiène dispo. Bon là, la question est hyper facile. Bon, à savoir que j'utilise pas de lentilles, du coup je n'ai pas vraiment d'expérience là-dessus. Par contre, on peut suspecter des gros problèmes d'hygiène sur plusieurs jours sans prendre de douche et sans se laver en ultra. Et pour la gestion des nuits et du soleil, l'indispensable reste les lunettes photochromiques avec insert pour lunettes de vue à l'intérieur. C'est clairement la seule solution à utiliser, à savoir que de temps en temps en ultra, sur les grosses périodes d'humidité comme sur le lever de soleil et suivant là où on roule, il faut avoir une petite chiffonnette pour pouvoir les nettoyer parce que dans tous les cas, même si les lunettes ne sont pas sont conçues justement pour éviter la buée, on finit toujours au fur et à mesure des kilomètres par en avoir une fois par jour. Il faut nettoyer ses lunettes, mais l'option insert verre correcteur avec lunettes photochromiques qui va de 0 à 2 au niveau correspondance des teintes, c'est indispensable. Oui. Alors, nouvelle question de Corial qui nous demande: pensez-vous qu'un bike fit est nécessaire et avez-vous des structures à nous conseiller? Alors, un bike fit n'est pas toujours nécessaire, mais il est nécessaire à partir du moment où vous vous sentez mal sur votre vélo et vous n'arrivez pas à le régler vous-même. Ces gens-là, c'est leur métier. On appelle ça soit un biomécanicien, c'est même pas on appelle ça, mais un biomécanicien qui gère ça. Moi, j'en connais un très bon qui pose il pose pas mal d'équipes, dont Astana et UAE. C'est David Herrero, mais le problème c'est que c'est un Espagnol qui est à Bilbao. Donc bon courage pour y aller. Pas facile pour tout le monde. Pas facile pour tout le monde, mais en tout cas, depuis que j'étais avec lui, j'ai plus aucun problème au niveau du dos, au niveau de tout ce que j'avais. Mais après, on a ID Match en France qui est pas mal. Qu'est-ce qu'on a encore? BioRacer avec tous les capteurs qui fait aussi l'aéro, on en parlait tout à l'heure. Ouais, c'est clair. BioRacer, ouais, ils ont un fond vert celle-là c'est que pour du chrono par contre, mais ça calcule la surface frontale que le coureur gagne ou perd selon la position. Ça c'est plutôt pas mal. Mais après les structures même à conseiller, je sais que exemple dans le nord de la France, à Lille, il y a le Between Village. Okay. Ils ont tout le système de bike fitting et franchement les mecs font ça vraiment pas mal. Et pour déjà avoir été voir, mon père s'est fait poser là-bas sur son vélo, donc plutôt pas mal. J'avais eu l'œil parce qu'il m'a pas écouté, mais bon. Mais après voilà, il y a des structures, vous pouvez chercher sur internet plus proche de chez vous, parce que voilà, là j'en ai donné un à Bilbao, l'autre dans le nord de la France, donc c'est compliqué pour tout le monde, mais si vous cherchez bike fitting autour de chez vous, c'est sûr que vous allez en trouver.
Il y a les structures comme on a dit, IDMH, on a Optimium aussi en France qui est pas mauvais. Là c'est plus aussi pour de l'aéro, ils ont une soufflerie, tunnel, donc vraiment pas mal, mais ils font aussi beaucoup de bike fitting. Oui, et puis ça on en retrouve facilement dans de plus en plus de magasins avec des salles exprès, donc ça se rapproche. Faut se renseigner là-dessus. On ne connaît pas évidemment chaque vélociste qui a une structure pour poser en bike fitting, mais c'est clair que si vous avez vraiment du mal à vous poser sur votre vélo, faites-le parce que vous n'allez pas le regretter. Donc certes c'est un petit billet, même parfois un bon billet quand il y a des choses à changer sur le vélo, mais c'est vrai que c'est très efficace. L'œil de l'expert. C'est clair. Après Max, une petite question au niveau pareil de l'ultra. Alors, que penses-tu donc de Michael, que penses-tu d'une roue dynamo pour de l'ultra quand on ne cherche pas le top 10 et comment la choisir? Alors, le moyeu dynamo c'est une super option. Pourquoi? Quand on ne cherche pas le top 10 ou même quand on cherche le top 10, en fait ça va dépendre de la longueur de la course. Le plus gros inconvénient du moyeu dynamo, c'est la perte de watts et l'efficacité. Il faut savoir que ça enlève à peu près entre 0 et 10 watts suivant les marques. Voilà, ça c'est quand ça fonctionne. Mais vraiment la notion qu'il faut savoir, c'est que suivant la vitesse, ça ne recharge pas. Donc en dessous de 15 km/h, admettons si on fait une course que de montagne, avec une moyenne, on va dire, à 14 km/h, le moyeu dynamo ne va pas vous servir. Après, pour le choisir, il faut savoir déjà quelles sont vos attentes. Est-ce que c'est uniquement pour de l'éclairage? Ou dans ce cas-là, vous pouvez prendre un moyeu dynamo, le faire monter chez un spécialiste avec le cercle que vous voulez, bien sûr, et uniquement brancher directement la dynamo sur vos éclairages. Là, dans ce cas-là, vous avez besoin d'absolument rien, c'est juste 2 fils. Et des lumières bien sûr compatibles. Mais par contre, si vous voulez recharger votre compteur, recharger votre téléphone et tout ce qui est en prise USB, il vous faut rajouter un plug USB qui se rajoute sur le sommet de la fourche à la place du CAPS pour le jeu de direction. Donc les choses à savoir, c'est qu'est-ce que vous allez en faire, sur quel parcours, l'axe de roue correspondant, parce que suivant le modèle, bien sûr, vous ne pouvez pas prendre le bon. Le système de freinage, voir si c'est à patin ou à disque. Le nombre de trous sur le moyeu pour pouvoir le monter avec le cercle correspondant. Non mais c'est clairement pour ça que les magasins sont faits, hein, pour nous conseiller. Et ensuite, savoir si vous avez besoin de ce plug en supplément pour la sortie USB. Ça fait un Donc, monter un moyeu sur ça veut dire avoir un deuxième cercle. Si on roule avec des cercles carbone, ça fait, c'est un beau billet, mais ça évite d'avoir tout suspense de batterie le long d'une course et ça enlève quand même un gros poids. Sachant que c'est arrivé à plusieurs cyclistes que je connais d'avoir des problèmes de raccordement électrique et dans ce cas-là de ne pas avoir pu bénéficier de l'électricité. Donc ils avaient le moyeu dynamo avec la perte de rendement qui est quand même assez minime, je vous l'accorde, parce qu'une course d'ultra c'est 20 km/h de moyenne, mais ils n'avaient pas plus d'électricité, donc voilà. Ça n'empêche pas d'avoir une batterie de secours. Hein. C'est clair. Ensuite, tiens, là on va parler un peu de compétition. C'est bizarre, hein, c'est bien fait hein, ce programme de questions. Donc c'est Chris Cage 5687. Les boyaux sont-ils encore majoritairement utilisés dans le peloton professionnel? Alors non. C'est vrai qu'il y a encore d'ici 3-4 années où c'était majoritairement des boyaux. Mais voilà, aujourd'hui le boyau n'est plus aussi rapide qu'un tubeless ou qu'un pneu. Parce que voilà, aujourd'hui il y a des coureurs qui sont en pneu, il y a des coureurs qui sont en tubeless. Il y a encore du boyau. Il y a des coureurs qui pour certaines étapes, exemple ou même à Roubaix ou autre, choisissent encore des boyaux. Mais 3/4 du temps maintenant, les équipes sont en tubeless
ou à pneus avec chambre à air latex bien souvent. Mais ouais, voilà, maintenant c'est 3/4 du temps, comme je disais, du tubeless parce que en fait c'est plus rapide, c'est moins chiant à changer surtout. Mais c'est pour l'efficacité dans un premier temps parce que quand on va sur le site qui est très très bien fait, et je vous conseille si vous voulez choisir vos pneus là-dessus, selon ce que vous souhaitez, c'est très bien. C'est Cycling Rolling Resistance qui est un site qui compare la résistance, les watts économisés, etc. sur tous les pneus. Et en fait, voilà, le tubeless est toujours en top list. Donc, évidemment que les coureurs vont utiliser du tubeless comparé à du boyau qui est maintenant largement moins rapide. Et plus contraignant et aussi. Puis après, voilà, comme je disais, il y a des contraintes. Pour coller des boyaux, il faut d'abord les encoller, les préparer. Ensuite, il faut les coller. Quand il faut les décoller, c'est une galère. Donc voilà, pour les mécanos, c'est loin d'être marrant. Aujourd'hui, c'est quand même bien plus simple. Un pneu, on le fait claquer, on met un peu de préventif dedans et c'est fini. La chambre à air en latex, c'est pareil. Donc, concrètement, il y a aussi cette contrainte qui rentre en jeu. Étonnamment, c'est pas une question de marketing, comme certains vont beaucoup le penser. Mais voilà, aujourd'hui, un boyau, c'est une paire de roues à boyau à acheter, c'est moins cher. Mais par contre, un boyau, c'est plus cher à l'achat. Donc, concrètement, ça dépend quel type de boyau, mais les boyaux de course, c'est quand même. Aux alentours des 100 euros. Ouais, c'est ça. C'est quasiment 100 euros, entre 80 et 100 euros le boyau. Donc voilà, c'est pas majoritairement. Le boyau n'est plus majoritairement utilisé dans le peloton. On a une question ensuite, pareil, dans le peloton, ou même pas dans le peloton, de la même personne, de Chris Cage. Les freins à patins vont-ils complètement disparaître ? Alors j'ai envie de dire que dans les magasins, ils vont finir par disparaître, sauf pour les vélos urbains. Et encore, d'ici quelques années, dans les magasins, ils vont finir par disparaître. Par contre, sur nos routes, sur nos routes, j'allais dire plutôt dans les chemins, mais dans les chemins, le gravel prend tellement d'importance que du coup, on a moins de vélos à patins. Bon, toujours sur les vieux VTT, mais par contre, sur la route, le vélo à patins, clairement, ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il y en a trop en circulation. C'est des vélos qui fonctionnent très très bien. Il n'y a pas de raison que ça disparaisse et qu'ils soient complètement boycottés, car ça conviendra toujours à quelqu'un. Ouais, voilà. Après, dans le sens où la seule façon dont il peut disparaître, c'est le fait de... que c'est plus produit en fait. Il y a encore des pièces qui sont créées parce que voilà, on peut pas supprimer le patin pour tout le monde, mais aujourd'hui quand une marque sort un cadre, il est en disque, il est rarement disque et patin. Donc ça c'est un peu embêtant parce que je sais qu'il y a quand même encore beaucoup de monde qui aime le patin. Moi perso, j'arriverais pas à repasser au disque parce que au patin. Repasser au patin. Parce que l'efficacité de freinage est tellement incroyable sur le disque que c'est quand même compliqué. C'est une autre façon de piloter aussi le patin comparé au disque. Donc voilà, la seule façon dont ça va disparaître, c'est que ça va s'éteindre progressivement. Oui. Et dû au fait que les marques ne veulent pas développer et qui de toute façon avec l'avancée technologique, ça sert à rien de développer un cadre en patin. C'est de l'argent gaspillé dans le vide. C'est sûr. La question après de... Alors là, je ne sais pas à qui on va la poser, mais bon, c'était Vincent Rebelle 5931 qui pose la question. Doper un présentateur pour qu'il ait du punch. Alors concrètement, moi non, parce que je suis encore suivi par toute la patrouille de la FLD, l'AMA, l'agence mondiale antidopage, etc. Et puis même, c'est pas mon délire. Je l'ai jamais fait, je le ferai jamais, quoi qu'il arrive. Mais toi non plus, d'ailleurs. Moi je suis complet. Non, mais moi je me dope. Je me dope. Par contre, je me dope au café, moi. Au Vivel Dope. Mais par contre, au lieu de te doper, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'entraîner. Voilà, pour que je gagne du punch dans tous les monts. Gagner du punch sur des petites vidéos. Dans tous les monts basques, on va dire. On va aller faire ça plutôt. Ça évite tous les problèmes et surtout que question éthique, ça se fait pas. Entraînez-vous plutôt que vous doper. Bande de tricheurs.
Et enfin, pour finir en beauté, nous avons la question de Clément Dagorn. Question pour Alexis. À quand du contenu sur le triathlon comme GTN chez nos voisins? Tu as quand même l'air bien chaud et ça serait bien d'avoir ton avis sur le sujet. Alors du contenu triathlon, on risque d'en faire prochainement. On est en train d'essayer de programmer ça, notamment pour la course Challenge qui est à Vieux-Boucau, à côté de Biarritz. Donc voilà, on va essayer de faire une petite vidéo là-bas, assez sympa, vous faire découvrir quelques dessous de comment se prépare un triathlon et surtout l'intérieur et l'inside de la course. J'espère que tu vas gagner. Ouais, il y a les pros au départ, il y a des mecs qui sont archi chauds, donc me mets pas la presse, on verra. Mais t'es pro. Bon. Non. Allez, on va voir tout ça. On verra tout ça. Donc voilà, on vous a répondu à une dizaine de petites questions. Voilà. Donc on espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à poser d'autres questions pour le futur JCN Répond du mois de octobre. Voilà. Voilà. Bye bye. Ciao.